Bienvenue dans Capture Mag, le podcast, épisode bonus. Nous sommes aujourd'hui à la Cinémathèque française pour parler de l'expo L'Art de James Cameron. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mes amis et mes comparses ici présents. Donc Marie Cassabonne, salut Marie. Salut Stéphane. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut Stéphane. Et à mes côtés, Julien Charpentier, salut Julien. Salut Steph, bonjour à tous. Alors, j'aime bien parce qu'il est poli, il est toujours poli, il dit bonjour à tous à chaque fois qu'on enregistre un podcast. Alors messieurs, dames, on va parler de l'expo que vous avez visitée, que vous connaissez tous, et on aimerait un peu la présenter à nos auditeurs. Donc le premier point, en fait, c'est qu'est-ce que vous pourriez nous dire, alors chacun son tour hein, éventuellement, sur ce que vous avez découvert en fait dans cette expo en la visitant, quoi. Ouais, je pense que moi, vraiment le truc qui m'a beaucoup étonné, que j'ai découvert, c'est la toute première salle avec ses dessins de quand il avait, 10-12 ans. Avec vraiment, déjà, il y en a beaucoup. Et surtout, on voit en fait la maîtrise qu'il avait à, 12 ans. Il y a notamment un dessin d'avion avec des détails vraiment je sais pas s'il avait un modèle sous les yeux, mais dans tous les cas le souci du détail est là, des perspectives et tout, du mouvement. Enfin, c'est un dessin qui est ouf, et quand tu regardes la date, tu calcules et tu dis il avait 12 ans quand il a fait ça. C'est incroyable, quoi. Donc il y a tout un truc, des dessins de l'école, des trucs pour Halloween quand il avait pareil, des trucs qui sont 12-14 ans, qui sont vraiment, je dirais même pas prometteurs, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et moi je connaissais pas toute cette partie-là de son travail, parce que je connaissais au final que les films, et pas les films qui n'ont pas existé aussi. Et du coup je trouve que c'était une introduction qui était hyper intéressante. Il faut préciser qu'en fait tous ces dessins viennent en fait de sa collection personnelle. Et que l'idée, en gros, c'est que en fait, tout a été présenté, une grande partie de ces dessins a été présenté dans Tech Noir, en fait, qui est un livre en fait, qui compile en fait, tout son travail. Et c'est vrai qu'en gros, nous, les cinéphiles, en fait, on en a vu certains dessins éparses un peu à droite à gauche en fait, au fil des années, quoi. Notamment, on va en parler tout à l'heure, je pense, du dessin Terminator, le fameux dessin en fait, du cauchemar, quoi. Mais c'est vrai qu'en gros, ces choses-là, on n'y avait pas forcément accès jusque-là, quoi. Donc voilà, toi, Rafik, c'est quoi qui t'a... Je fais un tour comme ça. Oui, mais déjà je rebondis sur ce que Marie a dit, parce que c'est effectivement le dessin auquel tu fais référence, celui avec le dogfight aérien des avions de la Première Guerre mondiale, hein, c'est ça. Alors c'est pas spécifié, peut-être que Cameron n'a pas donné l'information, mais quand tu regardes la date 1966, tu réalises qu'en fait il venait de voir Le Crépuscule des Aigles de John Guillermin, et à mon avis il a tenté de reproduire une scène de ballet aérien du film, donc ce qui serait encore plus génial, parce que ça veut dire qu'il le fait de mémoire, quoi. Mais effectivement cette salle est très émouvante. Non, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est toute une partie qui est consacrée à son projet Xenogenesis, qu'il a développé avec Randy Frakes dans les années 70. Parce qu'en fait, on en a souvent entendu parler de ça, mais à titre personnel, j'avais vu très très peu de choses. Et là, il y a toute une série de croquis où tu vois déjà l'ambition complètement ahurissante du truc, qu'il aurait de toute façon jamais pu faire à cette époque-là. Ça a donné le court-métrage Test, voilà, qu'on connaît tous. Et c'est intéressant parce que d'une part, il y a plein d'idées qu'il va récupérer par la suite, et il le dit clairement hein, dans la présentation, qu'il a pillé ce projet pendant longtemps. Mais aussi parce que je trouve à l'équilibre entre son époque comic book pulp et le James Cameron des années 80, qui va vraiment s'inscrire dans du concret. C'est-à-dire, là, on est encore dans du rêve de gosse avec le projet Xenogenesis. Voilà, en tout cas, ça a été pour moi une vraie découverte, parce qu'il y a plein de dessins que je ne connaissais pas. Il faut préciser peut-être ce que c'est exactement. Hein. Xenogenesis, c'est vraiment son tout premier projet qu'il a écrit avec un ami Randy Frakes, qui est un peu la personne qui lui a appris à écrire des scénarios, quoi. Et parce que c'est ce que nous disait James Cameron dans l'interview qu'on a faite avec lui, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a interviewé James Cameron. Non, c'est vrai. Voilà, c'est ici même. C'était là-bas. Je vous montrerai tout à l'heure et tout. Vous pourrez vous recueillir. Mais non, et c'est vrai que c'est ce qu'il disait. En fait, en gros, le dessin pour lui, c'est assez naturel, c'est assez inné, et l'écriture beaucoup moins, quoi. Et ça reste néanmoins effectivement un projet extrêmement ambitieux, un projet de SF, de space opéra en fait, qu'il a initié en sortant de Star Wars, en gros, et en se disant bon là, il faut vraiment que je me sorte les doigts, quoi, que j'y aille, parce qu'en fait, les gens sont en train de faire le cinéma que je veux faire en fait à ma place, quoi. Et c'est vrai que bah voilà, on se retrouve là, on est dans une salle avec Avatar derrière nous. En fait, il y avait déjà énormément de choses qui étaient dans Xenogenesis. C'est probablement le truc le plus intéressant pour moi, enfin l'une des choses les plus intéressantes de l'expo, c'est à quel point Xenogenesis, qui est donc un projet qui n'a jamais existé,
et pourtant presque son projet prototype, Ouais. dans lequel tu vas retrouver à travers ses dessins, à travers ses idées, tu vas retrouver quasiment toute sa filmographie jusqu'à Avatar 2. C'est Ouais, assez tout à fou. fait, ouais, c'est ça qui est assez dingue. Et en gros, comment dire, c'est vrai que l'idée en fait de pouvoir découvrir ça aujourd'hui et de se dire, alors que c'est encore quelque chose. Apparemment, il y a peut-être des rumeurs comme quoi il en tirerait peut-être une BD, peut-être un film d'animation, enfin quelque chose, etc., etc. Bon, après, évidemment, il y a toujours des tonnes de projets, quoi. Bah, c'est vrai que c'est quand même extrêmement intéressant de voir ça. Et il faut savoir en fait que ce court métrage dont tu parlais, qui doit quand même une bonne demi-heure, hein, c'est ce qui lui a permis de rentrer chez Roger Corman à Oui, l'époque en fait pour tout à faire les fait. effets spéciaux, quoi. Tout à fait. Qui n'est pas du tout à la hauteur des dessins. C'est-à-dire, Non, bah, il est fait avec les moyens du bord, effectivement, des années 70, avec de la stop motion, de l'animation image par image. Voilà, c'est impressionnant quand tu sais dans quelles conditions ça a été fait, mais en réalité, ça impressionne pas un public contemporain. Mais les dessins, par contre, en gros, tu as l'impression de voir, désolé pour la comparaison, mais Valérian et Laureline, hein, mais ce que Besson a fait récemment. Tu as l'impression de les voir dans les dessins de Cameron des années 70. Quoi. on peut en voir des petits extraits en fait comment dire, du court métrage. Oui. C'est présenté. Ce qu'il y a aussi, il faut le savoir, il y a aussi des petits écrans en fait qui montrent quelques bonus, quelque chose comme ça, quoi. Je me tourne vers toi, Julien. Même question en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, impressionné, plu Globalement, surpris, c'est Marie a tapé directement dessus. Moi, c'est la jeunesse. C'est très rare dans une exposition d'un artiste que tu vois l'éclosion de l'artiste alors qu'il est encore tout jeune et de voir qu'il a autant de talent. Il y a notamment un dessin qu'il a fait quand il avait à peu près 17 ans, je crois, qu'il a fait pour un prisonnier de guerre au Vietnam. Et donc, il a dessiné la carte des États-Unis et sur cette carte, en surimpression, un gars derrière ses barreaux. Et le dessin, alors qu'il a 17 ans, il est ultra mature, ultra signifiant. Et il est tellement signifiant que non seulement la veuve, pas la veuve, la femme du prisonnier de guerre s'en est servie, mais le journal de la ville dans laquelle il vivait aussi. Et ça prouve que dès la toute jeunesse de ce garçon-là, de cet homme-là, il était capable de faire des choses. Bon, moi, j'ai jamais pu dessiner comme ça, quoi. Et c'est vrai aussi que Xenogenesis, pareil, de découvrir les films pas faits, c'est presque aussi fascinant chez un auteur que les films faits. C'est toujours une conversation que tu aimerais avoir avec un cinéaste, de dire mais au fait, qu'est-ce que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas pu faire. Donc, étant donné que moi, c'est pas prévu que je discute avec James Cameron je peux d'ici là, voilà, avoir cette petite entrée dans ce film qu'il n'a pas pu faire, je trouve ça vraiment fascinant. Et puis c'est super que ce soit autant mis en valeur parce qu'il y a un grand mur avec une image vraiment en fait quand tu rentres dans la pièce tu te le prends vraiment, enfin ça t'attire. Tridimensionnel en fait, c'est assez Ouais. marrant, ils l'ont tridimensionnel. Et ça t'attire l'œil déjà même quand tu es dans les salles précédentes. La précédente c'est Tech Noir et tout ce qui est autour de Terminator. En fait tu vois ce truc et tu as un peu ce truc d'anticipation à chaque fois que tu es dans une salle, tu vois un peu ce qu'il y a dans la suivante et déjà tu as très envie d'y aller et surtout tu vois ce truc là et moi je connaissais pas le projet parce que j'avais pas encore moi j'ai acheté Tech Noir après l'expo parce que voilà ça m'a un peu chauffé on va dire mais du coup ouais je suis arrivée, je voyais ce truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est et ça vraiment c'est très bien mis en valeur parce que comme tu disais c'est pas toujours mis en valeur les films qui n'ont pas existé, les projets qui n'ont pas abouti quoi. D'ailleurs, c'est un des soucis que j'ai eu avec cette exposition, c'est que j'avais pas du tout prévu de dépenser de l'argent et que en fait, quand je suis arrivé, que je me suis baladé, que j'ai vu notamment les dessins de Xenogenesis, tu les retrouves en sortie, j'ai pas pu faire autrement que d'en acheter en fait, parce des que posters, tu veux comme dire des posters, parce que c'est littéralement une œuvre d'art, littéralement. Il y en a un, c'est des espèces comment on appelle ça déjà, des trucs dans l'eau qui bougent comme ça. Voilà, je retrouve pas le nom, je suis désolé. Méduses, des méduses, merci. Pourtant c'est un mot simple. Hein. Donc c'est une espèce de méduse qui se déplace dans le ciel. C'est super beau, mais littéralement super beau. C'est pas un truc que tu vas acheter puis jamais mettre au mur. Non, celui-là tu peux le mettre au mur. Et ça pour moi aussi c'est une vraie surprise. Comme il y a eu aussi dans la salle dans laquelle on est, dans la salle Avatar, il y a des dessins préparatoires de Neytiri avant qui caste Zoé Saldana. Et c'est pareil, j'ai trouvé ça super intéressant parce que dans certaines images, tu as beaucoup plus de sauvagerie que dans la version finale. Et c'est là aussi que tu vois que probablement au fur et à mesure du temps, ils ont décidé aplanir, c'est pas le bon mot, mais de rajouter un peu de douceur à Neytiri. Alors je sais pas si c'est du fait de Zoé Saldana, qui est quand même une actrice extraordinaire, ou c'est du fait de la production en elle-même. Mais je trouvais ça très intéressant de voir qu'ils ont cherché, savoir s'ils allaient à quel point où on mettait le curseur de l'agressivité des navis. Ça dépend des dessins, mais c'est vrai qu'il y a des dessins où, en gros, comment dire, le modèle en gros pour Neytiri, c'était l'actrice du Nouveau Monde de Terrence Malick, l'actrice qui joue le personnage de Pocahontas. Et en fait, en gros, du coup, il avait vraiment, c'est des choix qu'il a fait comme ça. Et puis après, évidemment, il
il a casté Saldana, donc j'imagine que ça peut changer aussi à cause de ces choses-là. Je vais peut-être préciser une chose de manière un petit peu générale, en fait, c'est que l'exposition, elle est faite de manière à ce qu'on rentre en fait, en gros, dans l'esprit de James Cameron depuis ses débuts jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vraiment, il y a à la fois une trajectoire, comment dire, chronologique, et en même temps une trajectoire thématique. C'est-à-dire que, comment dire, la salle de Xenogenesis est plus ou moins connectée aussi avec Aliens, par exemple, parce que c'est pas la salle de Xenogenesis, c'est la salle Cosmos. Il y a la salle Explorer les profondeurs, par exemple, où on retrouve des dessins d'Abyss, on retrouve voilà. Et en fait, tout ce que vous allez en fait en gros découvrir avec cette expo, pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, c'est aussi en fait la notion d'apprendre en fait comment aussi les films se sont faits. C'est-à-dire il y a une énorme frise chronologique sur laquelle on peut cliquer. Elle est interactive et en gros l'idée c'est d'avoir des petits modules de bonus en fait DVD ou de choses comme ça en fait pour savoir dans le temps en fait quelles ont été les évolutions technologiques du cinéma de les James Cameron, constantes, les constantes dans sa carrière, qu'il s'agisse des océans, qu'il s'agisse donc de la performance capture, tout ce qui l'a précédé, tout ce qui a suivi, etc. Et aussi dans la salle de Xenogenesis, on a des croquis préparatoires de la galaxie de la terreur pour Roger Corman. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a vécu une époque où cette cinématographie était à la marge, on va dire, et en tout cas souvent moquée, de voir la galaxie de la terreur à la Cinémathèque française, moi ça m'a réchauffé mon petit cœur de geek en fait, en me disant c'est bon, les choses maintenant se sont installées, quoi. C'est la balance du monde cinématographique. Moi, je vais rajouter un petit truc en fait en complément de la question que je vous ai posée. J'avoue que il y a un dessin qui m'a un peu frappé. C'est pas tant parce qu'il est forcément beau ou quoi que ce soit, mais c'est en fait c'est la tribu qui se retrouve autour du feu, en fait, tous ces hommes préhistoriques. Quand tu regardes effectivement la date, c'est la même logique, il est 65, donc il avait 11 ans, quoi. Et c'est assez étonnant en fait de le voir, comment dire, peindre finalement la préhistoire. Et surtout, en fait, cette espèce de notion qu'on va retrouver dans pas mal de films, bah, notamment, bon, cette image-là, elle fait automatiquement penser à, comment dire, à 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film qui va être majeur pour lui, mais qu'il a vu après, puisqu'il a été fait après le dessin, quoi. Mais de voir déjà qu'il y avait une petite obsession là-dedans, et il y a cette notion que, et c'est ça qui est très intéressant aussi, je trouve, avec cette, comment dire, cette expo, c'est de voir en fait la trajectoire des idées, c'est-à-dire qu'en gros, ces tribus qui se rejoignent autour du feu et qui en fait pourraient, dans leur langage à eux, se raconter des histoires, etc., etc. C'est un peu ce que lui il fait, et c'est un peu une image qu'il reprend de manière assez, comment dire, générale dans son cinéma, quoi. Et, évidemment, on pense à Avatar, forcément, quoi, pour le côté tribu, mais je pense aussi notamment à cette, comment dire, à cette scène dans Terminator. Je me rappelle le premier où ça m'avait frappé quand j'étais gamin, quand Kyle Reese redescend. En fait, c'est Sarah Connor qui s'imagine le monde de Kyle Reese et qu'en gros, Kyle Reese redescend dans les tunnels en fait avec l'humanité, enfin les quelques humains qui ont survécu, quoi. Et en gros, à un moment donné, il y a deux gamins en train de regarder une télé et c'est filmé d'une manière où tu te dis mais toi, quand t'es gamin, tu te dis mais ils ont pas la télé, c'est pas possible. Et en fait, tu as un contre-champ et tu les vois en fait. C'est autour d'un feu. Voilà, c'est autour d'un feu en fait. C'est la télé sert de cheminée, quoi. Et ça renvoie, je trouve, en fait, à toutes ces notions-là en fait et cette façon de raconter des histoires. Qui je trouve, alors je sais pas si, évidemment, je pense pas que c'était totalement conscient de sa part à cet âge-là, mais c'est intéressant en fait de voir comment ça peut. Non, mais il y a des choses qui se sont déjà éveillées en lui à cet âge-là et qui ont trait au sacré. Ce qu'il y a de fascinant aussi avec ce dessin, c'est la couleur. Il est particulièrement bien coloré, hein. Il donne l'impression de la nuit avec la lune. Très très lumineux, etc. en fait, il y a tout un jeu de lumière qui est assez fou. Tu sens le feu, la présence du feu. Et toujours dans cette partie, donc de la jeunesse, il y a deux dessins qui m'ont interpellé. Il y en a un qui s'appelle Métamorphosis, qui montre donc une femme qui renaît de son ancien corps. Voilà. Dans une, comment, c'est pas une chrysalide, mais un orchidée, en fait, en forme d'orchidée, qui donc rappelle un peu la constitution osseuse d'un vagin, en fait, de façon plus ou moins symbolique. Il le dit à demi-mot dans le texte explicatif. Et un peu plus loin, on a la naissance de Vénus, donc le Botticelli, refait, réimaginé avec une jeune fille un peu hippie, en jean, etc. Et c'est le féminin sacré qui est déjà dans sa carrière. Cameron, il est aussi connu pour ça. Le rôle, non pas des femmes, mais littéralement du concept du féminin sacré à travers tous ces films. Et de se dire que ça le travaillait déjà à la fin des années 60, pareil, il y a quelque chose qui s'est éveillé en lui. Donc
ce rapport au récit ancien, le plus ancien possible, de la transmission à travers les âges, etc., et le rapport au féminin sacré, pour moi, ça fait le lien avec tout ce que la mythologie a pu jouer d'essentiel dans le cinéma de James Cameron. Puis il y a une autre chose qui est intéressante, je trouve, par rapport à la métamorphose, comme l'idée dont tu as parlé, l'idée de rentrer dans son esprit et de voir, c'est que ce que je trouve admirable, c'est que souvent, chez les auteurs, ils ont toujours 1, 2, 3, 4, 5 idées. Et en fait, une idée, c'est comme tout, elle doit maturer. Et parfois, tu te dis, je veux faire cette histoire-là plutôt que celle-là. Non pas parce que tu trouves qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle a maturé. Et là, on voit, à travers toutes ces petites vignettes, presque toutes les idées qu'il a pu avoir, de son enfance à son âge adulte, en voyant qu'il y a certaines des idées qui ont maturé, d'autres qui n'ont pas encore maturé. Donc en plus, on peut encore avoir, en regardant l'expo, on peut se dire, ça, j'ai pas encore vu dans un film, peut-être que ça arrivera un jour. C'est son grand truc, en fait, de dire qu'il a en gros 5-6 idées qu'il reprend et qu'il remet au goût du jour. Et moi, je pense pas toutes. C'est à la fois vrai dans l'absolu qu'il y a des thématiques sur lesquelles il revient assez régulièrement, quoi. Mais après, je pense qu'il a un peu plus, c'est un peu, je pense, de la modestie, parce que en gros, il y a une espèce de notion où il va reprendre. En fait, c'est vrai qu'il y a des motifs en fait qui reviennent de film en film, quoi. Mais je pense qu'il a un peu plus que 5 ou 6 idées. C'est un auteur, il creuse un sillon. Oui, bien sûr, exactement. Et puis, c'est un agriculteur qui creuse un sillon, il fait pas les mêmes fruits tous les ans. Hein. Exactement. Mais alors moi j'ai une question parce que je suis allé un peu vite en besogne sur tout ça et je voulais vous demander en fait un peu votre rapport à James Cameron de manière générale, c'est-à-dire que et plutôt que vous poser la question de forcément comment vous l'avez découvert, même si vous pouvez en parler un petit peu, il y a qu'est-ce que ça représente en fait, qu'est-ce que James Cameron est pour vous? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de, par exemple, on voit qu'il y a une frange des cinéphiles en fait qui s'attaque à Avatar en disant non mais Avatar, moi j'aimais bien quand il faisait en gros des films d'action ou Titanic, tu vois, mais quand il faisait des films entre guillemets en dur. Et d'un seul coup, le voir se plonger dans le cinéma virtuel, ça les laisse perplexes. Pour moi, Cameron, c'est Cameron, hein, de A à Z. Quoi. Excellente C'est-à-dire, définition. non, mais voilà, de A à Z. Non, mais c'est vraiment, on part de Xenogenesis à Avatar, et je pense que c'est littéralement le même artiste, quoi, avec une évolution cohérente, quoi. Mais bon, je vous pose la question à vous, tiens, Marie, je te... Moi, j'ai deux souvenirs vraiment de James Cameron quand j'étais gamine. Le premier, c'est Terminator 2, et d'avoir été terrifiée vraiment par le T-1000. Tu vois, vraiment la scène où ils sont dans la cabine téléphonique, où ils téléphonent, et que tu as le hors-champ que tu découvres, et qui raccroche en disant tes parents adoptifs sont morts. Moi, c'est un truc, ça m'a... Quand je le revois à chaque fois, ça me fait j'ai vraiment un souvenir d'enfance. Et je pense qu'après ça, on m'a envoyé au lit et que j'ai pas vu la fin pendant des années avant d'avoir l'âge de le regarder dans le dos de mes parents. Donc, la semaine dernière. Voilà. Oui, voilà. Non, mais voilà, j'ai eu vraiment cette espèce de petit traumatisme. Et le deuxième, c'est le souvenir d'être allé voir Titanic au cinéma, que j'avais vu plusieurs fois à l'époque. C'était vraiment, je pense, le premier film que je suis allée voir plusieurs fois. Je suis allée voir une fois avec, je crois, avec mon père, et une fois avec mes copines, où vraiment c'était plus en mode Leonardo DiCaprio. C'était un peu la DiCaprio mania à l'époque. Oui, puis tu étais assez jeune à cette époque-là. Hein. Je pense que c'était en 97-98. Donc, j'avais 12 ans, je pense. Oui, c'est ça, donc j'avais pile l'âge d'être amoureuse de Leonardo DiCaprio à l'époque. Et d'en revenir après. Mais ouais, j'avais vraiment c'est mes deux souvenirs du coup sur deux films qui sont évidemment très différents. Et vraiment sur Titanic, qui est ressorti en salle, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. De le revoir en salle alors que c'est un film qui est hyper long, que moi j'avais pas vu depuis assez longtemps, et de me rendre compte que je me souvenais de toutes les répliques, de tous les trucs. Vraiment, je me suis dit c'est quelque chose de durable, que tu peux voir autant à 12 ans quand tu es une petite collégienne amoureuse de Leonardo DiCaprio, et à mon grand âge maintenant, et de trouver que le film est toujours aussi incroyable, d'être tenu en haleine pendant tout le film. Alors que tu le connais très bien, et que bon, en plus Titanic, le titre même est un spoiler, tu sais ce qui se passe, quoi. Ouais. Et je trouve ça assez incroyable d'être toujours en fait émerveillé à tous les âges, parce que à chaque âge, et plus tu en connais dans le cinéma, plus tu vas être intéressé par plein de choses dans Titanic comme dans Terminator. Et je sais même plus quelle était ta question, mais je suis partie sur ça. C'était un peu plus général que ça. C'était effectivement votre découverte, mais aussi en fait ce que le cinéaste représente en fait de manière générale à votre sens, et ce qu'on peut éventuellement en tirer comme conclusion quand on voit ça dans l'expo aussi, en son travail dans l'expo, quoi. Moi, j'ai envie de répondre de façon très simple de ce qui représente pour moi James Cameron. C'est le cinéma avec un C majuscule, mais littéralement avec un C majuscule. C'est-à-dire que y a un copain, il n'y a pas longtemps, on parlait de James Cameron, et il m'a dit mais si tu devais faire un classement, tu ferais quoi? Je l'ai regardé, je lui ai fait écoute, c'est pas compliqué. Piranha 2 à la fin. Je mets pas Piranha 2 parce qu'il l'a lui-même renié très tôt. Et je mets True Lies tout en bas et tous les autres au-dessus, parce que je peux pas en fait les séparer, pour une raison tout simple, et c'est pour ça que je trouve que c'est le cinéma en entier.
c'est qu'il a un sens du spectacle qui est sans commune mesure, mais que tous ces films, à mon sens, sont aussi extrêmement émouvants. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, la scène d'amour de Terminator dans le premier Terminator, c'est pas une scène de fesses, c'est une scène d'amour. Elle est ultra émouvante, c'est presque le climax émotionnel de ces gens-là, et je trouve ça, moi, super beau. La relation de mère-fils ou mère-fille de Aliens et de Terminator 2, c'est aussi très émouvant. C'est ça que je trouve incroyable chez Cameron. Alors, Jean-François, c'est un peu impensif, hein, mais il est capable, à un point sans commune mesure, de mélanger un grand spectacle qui est foudroyant avec une histoire qui va au cœur de l'intime et qui s'est toujours touchée. Je pense que ça, c'est très vrai. Moi, je pleure autant devant Terminator 2, ou même le premier, que devant Titanic. Et quand on a revu l'autre jour Abyss, j'ai aussi pleuré comme une madeleine plusieurs fois. Et c'est ça que je trouve assez fou aussi. En fait, tu le vois dans l'expo, et puis tu le sais, à chaque fois, c'est des avancées technologiques. C'est quelqu'un qui invente des choses pour pouvoir filmer ce qu'il veut filmer et mettre en image ce qu'il veut faire. Et pour autant, t'as pas l'impression de voir, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui devant plein de blockbusters, de voir des gens sur fond vert et ça t'émeut pas plus que ça, alors que la débauche technologique est présente. En fait, t'as toujours ce truc que dit Julien, autant en fait vraiment des effets et des innovations au service d'un scénario et d'une émotion qui, moi, me frappe toujours. Et je pense que ça marche d'autant plus que tu te dis, en fait, quand tu finis un film, tu te dis que sur tous les plans, t'as été rassasié, je trouve. Tu l'as formidablement bien dit pour Abyss. Je trouve que c'est un excellent exemple où c'est un film qui, à l'époque, développe des moyens relativement costauds, qui va filmer sous l'eau dans un ancien réacteur. Si vous n'avez jamais vu le making-of, jetez-vous dessus. D'autant maintenant qu'enfin le Messie est arrivé, puisqu'on a enfin le Blu-ray à la maison. Et toute cette débauche de moyens, elle va s'effacer totalement pour la séquence de résurrection. Enfin, si tu ne pleures pas devant cette séquence de résurrection, c'est que tu n'es pas dans l'histoire d'amour, quoi. Le journaliste français qui, à mes yeux, a été le premier à vraiment comprendre qui était James Cameron, c'est François Cognard, qui était invité sur le plateau d'Abyss, à ce que j'avais compris, et qui avait eu cette réplique extraordinaire. Il avait dit de James Cameron, ce type serait capable d'organiser une expédition sur Mars. Je reprends. Ce type serait capable d'organiser une expédition sur Mars dans le seul but d'aller filmer une rose des sables. Et c'était exactement ça. Et il n'avait pas vu le film. Et le film, effectivement, comme tu le dis, toute cette débauche technologique et d'ingénierie, elle a été faite pour t'amener à ce moment de suspension qui est cette fameuse scène de résurrection, quoi. Et ce puissant lien d'amour entre cet homme et cette femme que tu retrouveras des années plus tard dans Titanic, dont je suis surpris d'ailleurs que Marie n'ait pas volé les dessins de Jack Dawson qui sont à quelques mètres là. Non, je veux voler le dessin qu'on voit de notre chaise là d'ici. Je veux voler le tableau le portrait de Rose. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Moi, ce que cette expo met en valeur aussi, à mes yeux, c'est justement la maturation. Pas seulement la maturation en tant qu'artiste, mais la maturation de l'idée à sa concrétisation. Tu vois ces dessins d'enfants, mais tu es encore dans sa tête. C'est encore des rêves, en fait, jetés sur papier. Et au fil des pièces, ces rêves commencent justement à avoir un caractère ingénieur, parce que tout d'un coup, ils se demandent mais comment ça marcherait dans la vraie vie. Dans les tout premiers dessins, il est très doué pour trouver des poses très comic book à ses personnages, jouer avec des perspectives, t'en mettre plein la vue en termes de dessin. Mais ensuite, c'est plus le dessin qui l'intéresse, c'est comment je vais fabriquer ça. Et donc, tu as plein de dessins d'ingénierie et tu te retrouves avec les personnages qu'il y a juste derrière vous, qui sont en fait le produit de plusieurs décennies justement d'ingénierie. Il faut le préciser pour les gens qui écoutent en podcast, qu'en audio, on est dans une salle en fait avec il y a 4 bustes de Na'vi en fait juste derrière Stéphane et Julien qui sont magnifiques. T'as envie de les toucher quand tu les vois, quoi. Heureusement qu'il y a une vitre devant. Traces sur la vitre, je pense que les gens ont eu très envie de les toucher. Ouais. Ils sont beaux, ils sont fiers, ils sont fascinants et surtout ils sont crédibles. T'as vraiment l'impression qu'ils ont été faits d'après modèle. Et là on parle d'un film, et ça lui a été souvent reproché, en pur CGI en grande partie. Donc ça contredit déjà toutes les critiques qu'on peut faire vis-à-vis du Cameron actuel, qui serait justement cette dématérialisation de son cinéma, alors qu'en réalité, il te propose quelque chose d'incroyablement concret à travers ces technologies. Mais c'est surtout, c'est cette maturation de ce qui était au fond dans ma tête. Maintenant, tu as envie de le toucher, c'est devant toi. Je l'ai fait venir dans notre monde, en fait. Je l'ai fait rentrer dans notre monde, quoi. Et toutes ces créatures
du Terminator ou Aliens, etc. Là, juste à côté de moi, il y a ce dessin que je ne connaissais pas et qui m'a frappé parce que qui est un personnage à quatre bras qui semble vraiment sortir des cases d'Edgar Rice Burroughs, de John Carter, voilà, de John Carter of Mars, et qui d'ailleurs ressemble à la version qu'on a vue il y a quelques années par Andrew Stanton. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait ça, peut-être dans les années 70, mais je crois que c'est lié effectivement à Xenogenesis. Et c'est très comic book. Mais on est encore dans cette époque où ces visions-là ne peuvent exister que sur papier. Et James Cameron va faire partie des gens qui vont arracher au papier ces visions pour les faire rentrer dans notre monde, quoi. Et après, ce qui est assez émouvant aussi, je trouve, avec cette expo, quand tu connais bien la carrière de James Cameron, même en découvrant des choses, hein, de manière générale, je pense qu'on peut le dire, hein, que les gens qui aiment la carrière de James Cameron vont quand même assez être impressionnés par cette exposition, quoi. Il y a la notion en fait de voir son parcours aussi en tant que cinéaste, c'est-à-dire et en tout cas avant même en fait dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire il y a effectivement son enfance, mais de l'autre partie en fait de l'autre côté de cette pièce, il y a aussi tous les posters qu'il a fait pour des séries B, des séries Z et tout. On en avait un petit peu parlé avec lui dans notre entretien. On lui parlait du poster de Piranha 2, c'est lui qui l'a fait alors qu'il n'a pas forcément terminé le film, quoi. Et ça, c'était aussi une manière pour lui, en gros, de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à travailler sur Terminator, notamment. Et pareil, dans la salle en fait, de Terminator, pour peu, en fait, même si évidemment il y a des cartels d'explications, quoi, mais dans la salle de Terminator, par exemple, il y a effectivement ce dessin du cauchemar, en fait. Le fameux cauchemar. Alors, ça, c'est pas le dessin, c'est une reproduction, puisque le dessin original lui a été volé. Voilà, il s'attend à ce que après sa mort, on le retrouve sur eBay. Et effectivement, ce dessin, dans mon cas, et je pense dans le tien aussi, c'est la première fois qu'on a appris que Cameron était dessinateur. C'était pas mis en avant au début de sa carrière. Mais dès qu'il y a eu des making-of qui ont été faits autour de Terminator, on a entendu parler de ce fameux dessin qu'il a eu lors d'une nuit de cauchemar. Là aussi, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que donc il était malade, il est en Italie, dans un pays étranger, il n'est pas à sa place, et il fait ce cauchemar et il le jette sur papier. Et moi, qui m'intéresse pas mal à l'origine des récits et à la mythologie, etc., j'ai cette conviction que la mythologie, c'est le corps humain qui l'a dicté aux hommes. En fait, ce sont des archétypes qui nous parlent parce qu'on les a tous en nous. Et on les a tous en nous parce que littéralement, c'est notre corps qui les génère, quoi, à travers les rêves qu'on fait. Donc il était malade, ce corps, il lui a jeté ce cauchemar qu'il a su mettre sur papier, et c'est le début d'une aventure qui va mener à Terminator. Donc pour ceux qui n'ont pas l'image sous les yeux, c'est un exosquelette qui sort des flammes. Ça se limite à ça, mais c'est une idée il y a déjà tout un récit derrière. Pourquoi cet exosquelette, d'où il vient, qu'est-ce qu'il était avant d'être dans les flammes, peut-être que c'est sa peau qui a brûlé, et c'est comme ça que le projet va naître, quoi. Avec la notion que comment dire, les robots à cette époque-là, en fait, dans le cinéma, étaient interprétés par des humains. Donc du coup, il y avait souvent, en fait, c'était une machine, sur un corps humain, quoi. Là, c'est la notion littéralement inverse, c'est-à-dire en gros, c'est un humain, et en fait, quand tu lui arraches la peau, quand tu enlèves tout, il y a un squelette en dessous, et c'est un squelette métallique, quoi. Et ça, c'est en connexion directe avec la façon dont il a grandi, lui, avec le travail, notamment en regardant les films de Ray Harryhausen, quoi. C'est-à-dire en gros, ce squelette-là, en fait, cet exosquelette dans Terminator, c'est les squelettes de Jason et les Argonautes. Oui. C'est littéralement la même chose. Et d'ailleurs, on peut en voir un modèle. Mais la métamorphose justement de l'humain en exosquelette de robot, c'est aussi, je parlais tout à l'heure de ce dessin de métamorphosis de cette femme. C'est les mêmes thématiques, en fait. C'est des thématiques de renaissance, des thématiques de faire éclore quelque chose. Il y a des flammes, tu vois, il faut faire brûler le truc pour que ça sorte. Mais c'est presque aussi, excuse-moi, c'est presque aussi un résumé de Cameron lui-même. C'est-à-dire qu'il y a aussi un homme de Vitruve dans l'exposition. Ouais. Donc il a pris la base de Leonardo da Vinci et il a rajouté un squelette métallique sur la partie droite, je crois, du dessin. Et c'est vraiment, pour moi, c'est tout Cameron, c'est-à-dire la capacité d'une débauche technologique et d'une recherche technologique pour la pureté de l'homme parfait. De l'homme parfait dans le cas de l'homme de Vitruve, mais en fait de l'émotion parfaite quand il fait un film. Et donc, voilà, en fait, ça nous raccorde. Pour moi, c'est, à titre personnel, ce que j'apprécie le plus chez Cameron, c'est ça. C'est que c'est un des très, très rares cinéastes
si ce n'est pratiquement le seul, à avoir vraiment consacré toute sa carrière à ce que j'appelle la mythologie, la vraie. Pour moi, Titanic est un film intégralement mythologique, hein. Je ne vais pas partir dans des démonstrations, mais c'est un film apocalyptique qui raconte l'amour originel, en fait. Et de voir que ce type qui a vraiment donné sa vie à créer des mythes modernes se laisse justement nourrir par ses rêves, donc par son corps, donc par son être, bah ça m'émeut, quoi. Et je trouve que l'expo, elle est claire dans cette démarche. Tout à fait. Il y a aussi après la notion d'apprendre certaines choses. Alors si Cameron, c'est quand même peut-être avec Spielberg aujourd'hui le cinéaste vivant le plus connu, hein, sur Terre, quoi. Donc en gros, il y a beaucoup de documentation. Il y a des choses qu'on sait déjà. Il y a notamment là récemment, il y a O.J. Simpson qui est mort et comment dire, il y avait cette anecdote comme quoi les producteurs avaient comment dire, pensé à lui pour le rôle du Terminator. Pour Cameron et pour Galen Hurd, sa femme de l'époque et sa productrice notamment, la productrice du film, il était hors de question. En gros, il n'a jamais été question d'engager O.J. Simpson. Par contre, il y a un dessin de Lance Henriksen dans le rôle du Terminator, et ça c'est assez marrant aussi en fait de pouvoir voir en fait qu'à la base on avait quand même une logique de deux personnages totalement différents et totalement comment dire enfin le Terminator tel qu'on le connaît, c'est Arnold, il est indéboulonnable, tu peux pas, enfin il est inarrêtable et tout. Alors que l'autre, il était plus furtif, plus voilà quoi. Et moi j'aime bien cette anecdote parce qu'il l'a raconté récemment en fait que quand alors, Cameron, c'est quand même l'école Roger Corman. En fait, c'est un mec qui se considère pas forcément comme un cinéaste cinéphile, mais qui peut t'expliquer qu'il adore la série B, et surtout celle avec laquelle il a grandi, et que en gros, et je pense que ça se voit hein, quand même dans toutes ses influences en fait d'enfant quoi. Mais en fait, il a grandi, comment dire, je pense avec des showman en fait de ce type-là, et il a un petit peu répercuté ça. Il y a notamment cette anecdote que j'aime beaucoup, où quand il allait justement courir les financiers avec le scénario de Terminator, en fait, il faisait venir avec lui Lance Henriksen dans le rôle, quoi. Et apparemment, Lance Henriksen rentrait dans la salle, il jouait le Terminator, il disait rien, et en fait, il était là pour intimider les financiers, quoi. Et ça, je trouve ça. En même temps, avec sa gueule de cuir, ça devait Ah marcher. ouais, ouais, Hein. mais je trouve ça génial comme anecdote parce que tu te dis, en fait, il leur donne déjà, il y a déjà un goût du storytelling avant même en fait que le premier tour de manivelle, quoi. Donc c'est assez marrant, quoi. Et en parlant d'anecdotes et de storytelling, il y a un truc sur lequel on n'est pas beaucoup revenu. On parle beaucoup des dessins qu'il a fait, mais il faut savoir que chaque dessin est accompagné d'une petite vignette d'information, Ouais, un cartel. et qu'en général, on va apprendre des tas de trucs dedans. Alors que c'est court, c'est concis, c'est plutôt bien fait. Bon, moi, j'ai appris plein de choses, honnêtement, parce que je suis pas comme vous, un historien du cinéma, et je trouve ça plutôt bien fait. Et en plus, ils ont pensé même à faire des petits cartouches pour les enfants un peu plus jeunes, pour qu'ils puissent suivre l'exposition aussi. Bon, pas les tout petits non plus, parce qu'il y a quand même des images de Oui, oui. Terminator, mais ils ont aussi pensé à ce que ce soit une sortie familiale. Il y en a un juste derrière toi, avec un petit personnage En effet. ouais, que tu vois. Et il y a aussi des maquettes, parfois très impressionnantes. Je pense notamment à celle du pseudopode d'Abyss. Je ne sais même pas avec quelle matière ils avaient fait ça, parce qu'en fait, il fallait donner la sensation de l'eau transparente, hein, qui prend la forme et ce visage humain. Et donc, il y a des tests qui sont visibles et qui m'ont bien interpellé, quoi. Il y a aussi cette notion que plus on avance en fait dans la filmographie de James Cameron, et plus en fait, c'est-à-dire qu'au début il est le premier, comment dire, il est son premier client entre guillemets, puisqu'en fait il est la personne la moins chère à payer quand il suffit de faire des dessins de préparation. Donc là-dessus, Terminator est assez préparé. Il y a des storyboards, il y a des choses comme ça, quoi. Mais justement, en fait, dans la salle d'explorer les profondeurs, à Abyss, il y a des dessins en fait, comment dire, qui ne sont pas les siens. C'est-à-dire qu'on commence aussi à rentrer, ça faut le savoir aussi, on commence un petit peu à rentrer dans le moment où justement il commence à avoir des budgets, et en gros il peut engager Les meilleurs, bah voilà, des Ron Ron Cobb, Cobb et des gens comme Spielberg ça, en fait ouais. pour faire des dessins de production, quoi. Lui, le seul dessin d'Abyss qu'il a fait et qui est exposé ici, c'est le dessin du personnage d'Ed Harris, en fait, de Bud qui tombe dans l'abîme justement, et qui comment dire, a juste cette lumière pour se voilà. Et ça, on peut quand même se dire que c'est aussi entre guillemets à la fois un dessin esthétique, c'est-à-dire comment trouver l'esthétique en fait de cette scène particulièrement, quoi. Comment filmer justement les profondeurs, parce que quand tu descends dans les profondeurs, c'est tout noir en fait. En gros, il y a rien, quoi. Tu es seul avec toi-même, quoi. Et en même temps, en fait, je pense se trouver la notion émotionnelle en fait de cette séquence, parce que tu parlais tout à l'heure dans Abyss
comment dire, ce cœur émotionnel avec la scène de la résurrection. Lui-même, en fait, serait d'accord avec toi là-dessus, parce qu'il dirait, bah, en gros, lui dit après, je pense qu'on est un peu retombé émotionnellement sur le reste du film. Moi, je trouve qu'il y a quand même aussi la scène justement de la descente, en fait, qui est extrêmement forte, quoi. Et on sent, en fait, voilà, avec ce qui est exposé, on sent ce qui lui tenait à cœur aussi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Il y a un dessin qui n'est pas un dessin de film, que j'ai trouvé intéressant qu'il l'inclut dans cette exposition. C'est un dessin de sa première femme, Sharon, qui est juste assise sur un canapé en train de sourire charmant d'ailleurs, et il l'a mis là parce qu'il considère qu'elle a été le modèle de Sarah Connor pour le premier Terminator, et je trouvais intéressant, quoi. Voilà, que ce soit le seul dessin de sa vie privée qui apparaisse discrètement dans la salle. On peut parler un petit peu des autres salles, hein, notamment. On va parler de la salle de préférée de Marie, de la petite Marie, 12 ans. On va parler de Titanic, quoi. Alors c'est une salle, comment dire, assez intéressante parce que il y a notamment, en gros, tous les dessins de Cameron, mais certains dans le film, certains qui sont pas dans le film, mais qui étaient prévus pour être dans le film, ils ont été filmés, qui sont en réalité les dessins du personnage de DiCaprio, qui sont les dessins Oui, tout à de fait. Jack Dans les Dawson, quoi. dessins qui étaient prévus, il y en a un d'ailleurs qu'on est content de voir parce qu'on ne le voit pas dans le film, mais on a envie de le voir. Parce qu'il y a la réaction de Kate Winslet. Voilà, on a la réaction de Kate Winslet qui découvre qu'en fait la prostituée est une unijambiste, quoi. Et en fait le dessin est effectivement là. Oui. Alors, c'est pas Marie. le dessin C'est pas le plus cher. le Ouais. plus connu, on va dire, en tout cas, tu sais, pour commencer, quoi. Il y a notamment, évidemment, il y a le dessin de Rose, quoi, nue, quoi. Alors, il faut savoir, ce dessin, je sais pas si c'est officiel et qu'on a le droit de le dire, mais je pense que oui, parce que ça a été, Il est assuré, ouais, oui. il est assuré, quoi. Mais en fait, c'est un dessin qui coûte très, Bonbon. très cher. Voilà. Donc, Mais Marie l'a déjà subtilisé. Il est déjà remplacé, il est déjà dans mon elle a sac. remplacé avec un dessin tout mal dessiné. C'est une petite photocopie que j'ai faite avant de venir, Non, tu l'as refaite comme. avec des bonhommes bâtons. Voilà. Et c'est assez marrant, en fait, de se dire que c'est peut-être, de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, la seule fois où on voit vraiment les dessins de James Cameron dans un film, de James Cameron. et les mains de James Cameron pour le Ouais, coup, en l'occurrence, puisque donc on a vraiment tout le processus de dessin qui est fait. Je crois qu'il a blagué là-dessus d'ailleurs en disant ma ressemblance avec Leonardo DiCaprio s'est arrêtée là au niveau des mains. D'autant que Cameron est gaucher Oui. et que DiCaprio Oui. est droitier. Donc ils ont fallu toute une mise en place pour réussir Il a à ce que le dessin paraisse un dessin retourné droitier. l'image, ouais, il a retourné l'image. Mais c'est un habitué des retournements d'image, Cameron. Dans Terminator 2, c'était le premier retournement d'image numérique Ah oui, qui avait été fait, parce qu'il voilà, bref. Mais il y a un extrait, hein, parce que c'est pareil, il y a des écrans aussi ici, quoi. Il y a un extrait, en fait, de la scène en question, quoi. Mm. Et c'est assez marrant parce que si tu te concentres sur les détails, puisque tu es quand même là pour venir le voir dessiner, etc., et c'est littéralement le moment où tu le vois dessiner. Et hein, t'as le tableau à côté, et effectivement, quand tu vois comment dans le film il dessine le contour des mains, des seins, etc., tu peux ensuite aller vérifier sur le tableau qui est juste à Voilà, gauche. avec ses doigts un petit peu tu sais, crasseux avec de la suie. Tu te dis, il a bougé la caméra 3 minutes avant et il a expliqué au cadreur non, tu vas cadrer comme ça et on va faire ça comme ça. Et voilà quoi. On voit aussi, alors il y a des facsimilés hein, dans l'expo. Il y a comment dire, une maquette du Narcissus, notamment en fait un des vaisseaux d'Aliens. Il y a le cœur de l'océan, justement, aussi, le bijou hein, qui est Que au j'ai également centre, volé. voilà. Alors, c'est pas le vrai. Toi, tu t'es fait. Ah, bah, je vais le rendre, alors. Bon, il a bien coûté 3000 balles. Non, C'est pas grave, c'est juste pour le porter chez moi. Ouais, voilà. On a un Alien, on a un T800. Oui, Euh, mais il y a un peu tous les gros films, quoi, on va dire. Voilà, quoi. Non, mais on parle en taille réelle, quoi. Oui, oui. Ouais. Oui, en fait, il y a une partie des figurines, des statues grandeur nature qui sont exposées, qui viennent de Lyon, du musée des miniatures et du cinéma de Lyon. Et c'est assez chouette aussi de les voir, d'avoir le Terminator face à soi, d'avoir le T-1000, je crois que c'est la version Sauce Head, là, qui a la tête vraiment fendue en deux après s'être pris une balle. Et c'est pareil, Beaucoup de shotgun. Ouais, oui, voilà. Mais c'est assez chouette de les voir en vrai. Pareil, dans la salle suivante à côté de nous, là, il y a aussi l'alien avec son œuf et tout. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vues au cinéma et dans plein de vidéos. Et c'est chouette de les voir devant soi si on n'a pas eu la chance d'aller au musée qui est à Lyon. Oui. C'est cool de les voir ici, quoi.
Si vous pouvez aller au musée Calion, il est super aussi, hein, vraiment. Mais dans la salle Titanic, il y a aussi deux choses que moi je trouve assez intéressantes, qui sont, il y a, au-delà des dessins qu'on voit dans le film, il y a aussi les dessins qu'on ne voit pas dans le film, qui sont les dessins qu'il a fait après sa première plongée et après ses Oui. plongées. Mm. Et je trouve que ce sont des dessins qui montrent aussi assez bien la façon d'être de Cameron. C'est-à-dire que globalement, ce qu'il a été filmé, c'est un truc qui est à 4000 mètres de fond, je crois, qui est probablement l'un des plus grands cimetières sous-marins qui existent. Et dans ces dessins, il en fait quelque chose de vivant. Il en fait quelque chose qui est émouvant. Il en fait quelque chose qui est beau. Il a réussi à aller chercher la beauté. Et pour moi, c'est parmi les dessins que je trouve les plus beaux de l'exposition. Pas forcément mes préférés, mais les plus beaux. Ceux qui, où tu as envie de les toucher vraiment. Où tu dis, oh là là, il a été là. C'est très, très, très On beau. ressent l'émotion qu'il a eue Oui. en fait en descendant, parce que pour lui c'était extrêmement important. C'est quoi. presque une note d'intention. Tu te dis que, tu sais, quand tu vois le film, tu as qui est excellemment bien construit, parce qu'on parle souvent de Cameron, le technicien de ouais. Cameron, le metteur en scène. On parle assez peu de Cameron, le scénariste, et lui-même considère qu'il est un scénariste moyen. Mon Dieu qu'il se trompe. C'est un scénariste très, 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 très bon dans la mesure où il sait parfaitement construire. Si vous regardez ce dessin, on a littéralement, il va chercher l'émotion dans un dessin qui est mort. Et si vous regardez le début du film, le scénario du début du film, on a littéralement un personnage qui considère le Titanic comme une épave, et il va vous faire tout un film pour vous montrer que le Titanic, c'était des gens. Le Titanic, c'était des gens qui se sont aimés. Le Titanic, c'est des gens qui sont morts. On a toujours ça chez James Cameron. Il construit parfaitement ce qu'on appelle en scénario un setup and payoff, poser une information pour que tu la retrouves 20 minutes, une heure après, etc. Et c'est aussi un des trucs qui est chouette dans l'exposition, c'est que la salle Titanic est la seule où il y a un scénario qui est exposé. Alors c'est qu'une page, et évidemment c'est la page du dessin, puisque c'est Parce qu'il est sous-scellé en fait. il est sous-scellé. Ouais. c'est autour de ça qu'est construit la salle. Mais moi, j'étais content de voir aussi, de me dire à quoi ça ressemble un scénario de James Cameron. Est-ce que le scénario de James Cameron est très loin du résultat final? Au final, c'est à l'image près. C'est-à-dire que c'est une économie de mots. C'est pas facile. Hein. Faire très long, tout le monde sait faire. Faire court mais précis, c'est beaucoup plus difficile. Il y arrive merveilleusement bien. Donc c'est aussi, il y a aussi un regard sur le, même aussi court soit-il, il y a un regard sur Cameron scénariste et je trouve que c'est chouette. C'est l'ingénieur qui parle. Il n'y a rien de plus beau pour un ingénieur que la simplification. Tu commences avec des circuits dans tous les sens et des horloges, etc. Et puis au bout d'un moment, tu te dis non, mais il y a forcément un moyen d'amener ça au plus simple. Et scénaristiquement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment son process. Mais c'est aussi un travail de scénariste habituel. Hein. Tu veux toujours que ton setup il soit planqué, que tu mettes autre chose dans la scène en plus de ça, que ton thème il soit dit mais jamais explicité, ou explicité mais jamais dit, dans le sens où tu veux. Donc il y a un vrai travail de construction dans le scénario, et c'est logique qu'un ingénieur aime ça. Hein. Et de construire un dialogue avec le spectateur aussi. De savoir que ce que tu es en train d'écrire, ça va être vu, ça va être expérimenté, et il y aura quelqu'un au bout du fil qui va remplir les trous que tu laisses volontairement dans ton récit, etc. Donc, moi, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pour moi un des meilleurs scénaristes de ces 2 dernières décennies. Quoi. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Julien, sur les plongées qu'ils ont faites. Je crois que c'est sur les vidéos, là j'ai pas eu le temps de les revoir, mais sur les vidéos qui font le lien entre la salle de Abyss et la salle de Titanic. En fait, on voit ce qu'ils ont vu quand ils ont plongé et tout. Il y a des choses qu'ils n'ont pas pu voir, qu'ils ont plus ou moins imaginées. Et on voit dans la vidéo que plus tard, ils ont pu voir effectivement ce que c'était. Et ils se sont aperçus qu'ils l'avaient imaginé comme c'était et qu'ils l'ont reproduit sans le voir. Et c'est assez émouvant aussi de dire, tiens, en fait, on avait bien deviné, on avait bien imaginé, on l'avait bien mis en scène. Et je trouve ça assez émouvant aussi de voir ce travail-là qui est hyper précis et qui est visionnaire sur du passé, mais qui est vraiment visionnaire de reproduire à l'identique des choses qu'on n'avait même pas pu voir. Quoi. Il y a comment dire, on va avancer un petit peu dans le podcast hein, pour parler un petit peu du reste. Quoi. Il y a des choses surprenantes quand même, je trouve, qu'on ne s'attendait pas forcément à voir. Alors, étonnamment, par exemple, il n'y a pas une seule mention réelle de True Lies, ce qui est, je trouve, finalement assez étonnant. Peut-être la seule réelle connexion, c'est le logo de Lightstorm, parce que Lightstorm a été créé en 92, donc techniquement le premier film de James Cameron après c'était True Lies, quoi. Alors Lightstorm ou Lightstorm, ouais, Lightstorm c'est assez drôle. Mais c'est aussi les petits trucs marrants, parce que il a de l'humour, quoi. En fait, il a dessiné un premier logo comme ça. Et puis il a décidé en fait le nom de sa boîte, quoi.
Et en gros, effectivement, il a oublié le R, donc en fait, il y a écrit que Lightstorm, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on passe, toi, tu avais visité l'expo, tu l'avais même pas vu. C'est Non, moi non, qui c'est te l'ai toi qui me l'as pointé du signalé. doigt, voilà. Et effectivement, quand vous verrez, si vous venez voir l'expo et que vous voyez ce petit truc, il a rajouté une annotation qui vaut aussi son pesant de cacahuètes. Voilà, qui Alors, est laisse assez découvrir rigolote cette si vous surprise. parlez anglais, quoi. Donc voilà, mais il n'y a pas True Lies par contre. Mais par contre, là, alors, j'ai en face de moi, j'ai Dark Oui. Angel. Et de il y sa a série Dark Angel télé. et il y a Futur Immédiat Et aussi. Futur Immédiat, Los Angeles 1991, Ouais, film ouais. ô combien oublié, Ouais. je Pas pense. du tout. Moi, j'ai le Blu-ray Voilà. à la maison. c'est Alors bien. produit par Galen Hurd à l'époque, hein, dans les années 80, ce qui explique la connexion, hein, puisque c'était à l'époque où ils travaillaient encore ensemble, où ils étaient encore mariés. Et on sait, en fait, alors jusqu'à quel degré, comment dire, on sait qu'il avait un petit peu retouché le scénario. Mais apparemment, voilà, il a aussi fait quelques dessins pour des créatures extraterrestres, quoi. Mm. Donc ça, c'est assez intéressant, mine de rien, parce que pour le coup, on sait peut-être des choses sur Lance Henriksen et Terminator, mais on en sait un peu moins sur ces choses-là, quoi. Il y a, pour moi en tout cas, une des choses les plus intéressantes et les plus, comment dire, touchantes, c'est de pouvoir voir aussi le dessin de son Spider-Man, quoi, avec la pose, quoi. Alors là, c'est dans le Black Suit, mais c'était le projet qu'il devait faire en 93 déjà, à l'époque où il essayait de récupérer les droits, qui était un peu embourbé dans un imbroglio juridique, quoi. À une époque où je crois, si je dis pas de bêtises, il était en pourparlers pour faire une version d'X-Men, mais qui a été tué dans l'œuf à partir du moment où lui et Stan Lee se sont mis à parler de Spider-Man et que en fait, ils sont littéralement partis sur cette notion-là. Il a écrit évidemment un scénario, mais il avait aussi fait, en fait, il avait, comme toujours, hein, parce que pour lui, c'est comment dire, une étincelle d'inspiration, hein. C'est ça qu'il faut aussi savoir avec cette expo, quoi. C'est qu'il a besoin de dessiner, de visualiser, en C'est gros. qu'il va commencer par le Ouais, dessin. voilà, c'est Il ça. commence pas par le script, il commence pas par les storyboards, il commence par le dessin, c'est son truc. Voilà, c'est vraiment l'étincelle, quoi. Et de se dire que c'est resté que ça, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi les films qu'il n'a jamais fait, quoi. Et lui, c'est comme ça qu'il le définit. Il dit c'est le plus grand film que je n'ai jamais fait, ce Spider-Man-là. Et Dieu sait ce qu'il aurait, comment dire, créé comme innovation technologique en fait pour le mettre en place à l'époque. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça existe maintenant, mais il aurait été le premier à le faire à ce moment-là. Peut-être même le premier doublure numérique, les premières choses comme ça, quoi. Ça aurait été assez fascinant, je pense. Le scénar a été assez libre pour ceux qui l'ont lu par rapport au, comment dire, aux comics d'origine, hein. C'était une version R-rated, il y avait une scène de sexe, il y avait enfin, des choses comme ça, quoi. Mais je pense que ça aurait été un film absolument incroyable et inédit à cette époque-là, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous, en fait, vous avez vues? Alors, on a beaucoup parlé de dessin, hein, donc vraiment, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues là-dedans que vous ne vous attendiez pas forcément à voir, en fait, dans cette expo vous vous êtes dit, tiens, voilà, moi je m'attendais à Spider-Man, hein, dans l'absolu, parce que c'est quand même très connu maintenant, puis son dessin a fait un peu le tour d'Internet, quoi. Mais j'avoue, futur immédiat, ça m'a un peu cueilli, quoi. Bah, Futur Immédiat, c'est plus dans sa filmographie, on va dire, enfin en tout cas dans l'esprit qu'on lui attribue, que la galaxie de la terreur, j'y reviens, mais bon, alors mon regret, c'est qu'on n'ait pas de maquette du vaisseau Boobs, parce que donc, sur les conseils des producteurs, il fallait que le vaisseau soit séduisant pour le public adolescent, donc il avait fait basiquement une grosse paire de boobs qui flotte dans l'espace. Une paire de seins, mais en fait, avec l'idée de séduire, avant de séduire les spectateurs, avant de séduire qui que ce soit, séduire Roger Corman. Oui, Parce qu'en fait, il y avait plusieurs dessins qui se faisaient, il y avait une petite compétition c'est au ça. sein comment dire, des designers et des créateurs d'effets spéciaux pour le film, quoi. Oui. Et lui, il s'est dit bon, je connais Corman, je sais comment je vais faire mon affaire, et hop, il a dessiné un vaisseau avec des seins, Mais le quoi. truc voilà, qui est génial, c'est que ça se retrouve dans le film et que l'effet qui se voudrait subliminal ne l'est pas tant, en fait. Ouais, ouais. Mais de voir, en tout cas, des dessins de pré-prod de tout ce qu'il y a autour de la planète du film. Je me suis trompé, le vaisseau Boobs, c'est pas dans les Galaxies de la Terreur, c'est dans les Mercenaires de l'espace, Oui, oui, oui. du même Roger Corman. Mais sur la Galaxie de la Terreur, je m'y attendais pas. Encore une fois, voilà, je suis très content que ce soit là, mais je m'y attendais pas du tout. Et vous? Je crois qu'on a déjà fait le On tour. peut parler Ouais. au début, puis tu as même parlé des affiches qu'il dessinait à l'époque. Oui, oui. Où ce qui est marrant, c'est que toi et moi, sans même en parler, on s'est retrouvés comme deux gros bourrins que nous sommes, où il y a une affiche avec la gueule de cuir de Jack Palance Bah et un oui. flingue. On a fait, elle est bien celle-là. Ah quand ouais, même, celle-là, hein. elle est cool. Hein. Voilà. Non, mais en plus, ça ressemble en fait quand tu la regardes, en fait, tu reconnais le type qui a dessiné aussi le Arnold avec le flingue, tu vois. C'est-à-dire que même si le Arnold avec le flingue, il a passé un peu plus de temps, il s'est un peu plus, comment dire, fait chier et tout.
Le truc, si tu veux, c'est que tu reconnais littéralement l'artiste, en fait. C'est le même, quoi. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a déjà, je trouve, dans ces dessins-là, quelque chose d'extrêmement narratif, en fait, extrêmement cinématographique, Ah, moi, dynamique. il y a un dessin où je m'y attendais pas du tout, on n'en a pas encore parlé. Pour moi, ça a été une vraie surprise. Peut-être que vous le saviez parfaitement, mais pas moi. Il y a un dessin, c'est pas vraiment un storyboard, c'est à peu près un storyboard où il va montrer quand le Terminator dans le premier travaille sur sa main et sur son œil. Il y a des dessins en fait où dans le dessin, il montre là où sont L'effet spécial, ouais. là où est l'effet spécial exactement, là où sont les maquettistes, etc. J'ai trouvé ça super parce qu'en une image, tu comprends absolument tout de la magie du cinéma à laquelle il a été jusqu'à penser. Dans mon lointain souvenir, je me trompe peut-être, mais ils étaient dans le Cinefex consacré au film, ces dessins. Je les avais déjà vus il y a longtemps. Non, il y en a un qui est marrant aussi de dessin, qui a été reproduit en grand d'ailleurs, qui est un dessin promotionnel, toujours du projet Xenogenesis, mais qui a maintenant valeur juridique, puisqu'en fait, c'est avec ce dessin qu'il a gagné son procès contre, j'ai plus son nom, la Martha Stewart, je crois qu'elle s'appelait. Non, ou une autre. Non. Oui, en tout cas, en fait, il y avait 3 procès. Voilà, on lui avait balancé des procès par rapport à Avatar, comme quoi il aurait volé le concept d'autres personnes. Et en fait, il s'est pointé avec tous les dessins qu'on a là au fil des ans, mais le plus ancien datant de 77, puisque donc dans Xenogenesis, le fait qu'il se retrouve sur une planète avec des conditions, on va dire météorologiques différentes, faisait qu'ils avaient le sang qui réagissait et que du coup leur peau devenait bleue. Et donc on a une femme tout en bleu qui prend la pose et qui sourit et qui est un très lointain ancêtre de Neytiri, quoi, et qui lui a permis du coup de gagner un procès. Moi, je parlais dans le MOOC. En fait, Alain va forcément me demander de vendre le MOOC. Donc, parce qu'il me demande tout le temps de vendre le MOOC. Dans le MOOC Capture Mag, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, quoi, j'ai fait un texte en fait sur Avatar 2 et j'ouvre effectivement par ce procès-là et la notion en gros de comment dire de ce dessin en fait de la forêt en fait qu'il a rêvé à l'âge de 19 ans et qu'il a dessiné tout de suite, et qui est effectivement la source, encore une fois, l'étincelle principale en fait pour d'abord effectivement Xenogenesis et puis ensuite le monde d'Avatar, quoi. Donc effectivement, on en parle là-dedans, quoi. Mais c'est assez marrant en fait aussi de voir que quelque part il y a des notions thématiques. C'est-à-dire que les créatures, le cosmos, la plongée sous-marine, tout ça, c'est assez cohérent, quoi. Mais en fait, quand on arrive un petit peu plus loin dans l'expo, vraiment vers la fin, quoi, il y a un petit tronçon qui est dédié en fait à la bombe. Et moi, je trouve ça assez, parce que c'est quand même un truc, je pense, le cinéaste qui a le mieux représenté comment dire, L'apocalypse nucléaire. ouais, et puis la déflagration nucléaire, quoi. Enfin, je veux dire, entre lui et Otomo sur, comment dire, sur Akira, et puis c'est la même image, c'est la même source en fait. C'est une inspiration pour lui aussi, quoi. C'est assez marrant de voir en fait que certains de ses dessins sur l'Apocalypse en fait étaient des dessins extrêmement figés, extrêmement en fait dans un instant spécifique, quoi. Et je trouve que en fait ce qui est assez flagrant quand on voit certains de ces dessins comme ça, c'est de se rendre compte que même si la bombe n'est pas forcément comment dire retranscrite dans tous ces films, la sidération du moment, c'est vraiment le trait qu'il essaye d'obtenir, quoi. Elle est visible. Moi, je connecte ça à la chute de l'arbre, en fait, dans Avatar. Et notamment le plan, un plan, moi, je trouve absolument incroyable, avec un des navis qui est sidéré par le moment et qui hurle, en fait, sans hurler, en fait. Et je trouve que c'est comme une vignette, en fait, comme un dessin en mouvement, si tu veux, qui représente, en fait, émotionnellement ce que le personnage est en train de traverser. Et c'est ce qu'il faisait déjà dans ses dessins et ce qu'on voit dans cette section-là qui est intéressante aussi, je trouve. C'est Oui. assez surprenant de se dire que c'était déjà cette envie, en fait, en un dessin, en fait, en une image, en fait, de connecter une émotion aussi forte que celle-là, en fait, était présente. Déjà, c'est intéressant. C'est vraiment. Une thématique encore qui court dans toute l'apocalypse, c'est Oui, une bien thématique sûr. qui court dans toute sa carrière. Et j'insiste également dans Titanic, qui ne raconte que, au fond, que l'écroulement d'un monde, quoi. Euh, mais il y a un projet que je connaissais pas aussi, dont on voit quelques préaffiches, qui s'appelle Ground Zero, Oui. et qui apparemment parlait de ça. Marie,
Tu avais, Non, mais moi je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. En fait, il y a vraiment toute cette cohérence de voir ces premiers dessins, de voir même les affiches. J'étais assez étonnée de les voir parce que c'est pas quelque chose qu'on montre souvent. Et cette partie-là de l'expo, ça s'appelle littéralement payer le loyer. Donc, c'est pas forcément les choses dont on est le plus fier en tant qu'artiste. Et je trouve ça chouette que ce soit mis à l'honneur et assumé parce que c'est des choses que quelqu'un d'autre aurait pu pas forcément cacher, mais en tout cas ne pas mettre en avant ici. Et en fait, oui, c'est vraiment ce que tu disais, toute cette cohérence de. En fait, c'est vraiment quand tu vois les dates de certains des dessins et tu te dis, mais en fait, oui, cette idée, elle était là il y a très, 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 très longtemps avant que de prendre vie dans un film. Et je trouve ça assez émouvant de le voir sur des dessins qui sont pour la plupart des originaux. Il y a aussi des reproductions, mais je trouve qu'en plus, voilà, le fait de savoir que ce sont les vrais dessins sur lesquels il a travaillé, ou de savoir que juste à côté de nous, on a le vrai dessin qui est dans le film Titanic. Je trouve que c'est assez émouvant de voir tout ça. Il y a même, c'est très fétichiste parce que là, pour le coup, c'est des objets, mais il y a même une porte, il y a même des lustres, vraiment des objets qui étaient ceux qui sont des props qui étaient sur le plateau. Et je trouve ça assez émouvant de les voir intégrés aussi bien dans l'expo, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour de la question, messieurs, dames? Je pense qu'on peut dire une dernière chose. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là. C'est que dans chaque nouvelle salle dans laquelle j'ai été, j'ai eu envie de revoir le film associé. Et je trouve que c'était plutôt très bon signe. Ouais, absolument. Moi, en fait, j'ai fait l'expo juste après la séance d'Abyss que vous avez présentée avec Julien. Et le lendemain, je me suis refait les 2 Terminator. Je me suis pas refait Titanic parce que je l'ai revu en salle il y a pas si longtemps et j'avais pas envie de le revoir chez moi après l'avoir vu en salle. Et j'avais pas le temps de revoir tout le reste, mais ça m'a donné envie de tout revoir. Et aussitôt après, j'ai commandé Tech Noir que j'avais pas, donc je me suis replongée dedans. Et en fait, c'est vraiment ce que tu dis, quoi. Ça, à chaque salle, tu dis si j'ai le temps ce soir ou demain, je les revois, quoi. Et je trouve ça assez génial. On trouve toujours le temps pour James. Moi, j'ai pas revu la Galaxie de la Terreur, pour le coup. Ouais. Si tu veux, j'ai acheté le Blu-ray anglais. Si tu veux, je peux te le prêter. C'est pas mal. C'est un bon Corman. C'est une bonne prod Corman, quoi. Non, c'est très vrai ce que vous dites sur l'envie de comment dire, de redécouvrir les films en fait derrière, quoi. Des films qu'on a, moi pour ma part en fait, j'ai vu, je sais pas, des dizaines de fois chacun, quoi. Faut savoir que la Cinémathèque en fait continue son comment dire, son cycle. James Cameron, il y a encore des films qui passent jusqu'au 26 mai. L'expo, elle, court jusqu'à tout début janvier 2025, jusqu'au 5 janvier 2025. Donc vous avez encore le temps, mais enfin quand même, malgré tout, pressez-vous. Nous, c'est quand même, moi, c'est la 3e fois que je la visite un petit peu comme ça. Voilà, donc c'est super. Donc voilà, quoi rajouter alors je vais donner cette info parce qu'on nous pose quand même la question de temps en temps. Avec Julien Dupuis, qui est quand même le grand absent en fait de cette émission-là, il n'a pas pu se libérer. On a fait une présentation d'Abyss à la Cinémathèque en avril dernier. Ça sera en ligne sur Capture Mag à partir du mois de juin, je crois, Alain, si je dis pas de bêtises, si tout va bien, quoi. Donc en fait, vous pourrez la voir à ce moment-là sur notre chaîne YouTube et en podcast. On remercie la Cinémathèque française en fait pour l'accueil, pour effectivement nous avoir permis de venir enregistrer dans les locaux, enfin dans les lieux même de l'exposition, pardon, cette émission, quoi. Et puis nous on vous retrouve bientôt avec des nouvelles émissions. Merci à Alain, merci à la technique et à Cédric Fontana en fait pour l'émission, quoi. Et à bientôt sur Capture.